Bonjour. 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 Alors, vous m'entendez bien? Non. Non. On ne s'entend pas du tout. Bonjour. Ah, là, c'est خير. Bonjour. Oui, bonjour, on ne vous entend pas très bien, madame. Vous êtes à combien maintenant? 82. 82. Très bien. On attend un peu. Vous voulez qu'on attend un peu? Oui. Oui. D'accord. Parce que normalement, c'est commencer à 11 heures, c'est ça? Mais si le total est fait avant 11 heures, on commence, hein? D'accord? Je préfère faire profiter tout le monde. C'est vrai, on attend un peu. Est-ce que le document est bien? Oui, oui, très bien, il est visible. Qu'est-ce que vous voyez? La dilatation. Dilatation des branches. Est-ce que vous voyez la première diapo? Oui. Est-ce qu'ils ont commencé à minuter l'heure de départ? Oh là là. 11 heures. 11 heures. Oui. Donc on peut attendre un peu que ça commence, c'est ça? Oui. C'est mieux pour faire profiter tout le monde. Vous me dites quand vous arrivez à 100, hein? D'accord? Ouais, compris. Pardon? C'est compris. Qui tombe sur le 100, Goulouli, comme ça je démarre même avant 11 heures. Oui, c'est compris, c'est compris. Hein? On a compris. Oui ou non? Oui. Qui te à 100, Goulouli, parce que moi je n'ai pas sur l'écran. Comme ça, on commence même avant 11 heures. On gagne du temps. D'accord? D'accord. Madame, Oui? la conférence est limitée, on n'a que 40 minutes avant que c'est. Donc, Pardon? la conférence est limitée, on n'a que 40 minutes. Oui, mais tant qu'il n'y a pas l'heure. Mais vous êtes à combien maintenant? À On est 89. Ouais. Vous voulez qu'on commence? Oui. Parce qu'ils ont Oui, oui. fixé à 11 heures. C'est à partir de 11 heures que le décompte est fait. Non? Le décompte commence à partir où vous commencez même. D'accord, on y va alors. Alors, deuxième suppuration, c'est les suppurations bronchiques après les suppurations parenchymateuses. C'est ce qu'on appelle dilatation de bronche ou bronchectasie. Et ça s'écrit bronchectasie. Quels sont les objectifs du cours? À la fin du cours, vous devrez être capable de définir les dilatations de bronches et leur classification. Vous devriez être capable de connaître les différentes lésions anatomopathologiques, expliquer la physiopathologie par le cercle de Kolb, citer les tableaux cliniques évocateurs d'une dilatation de bronche, par exemple bronchorée. Bronchorée, c'est des craquages.
Bronchorée égale crachat continue, répétée et permanente. Et abondante, pardon. Des hémophtysies et surtout des infections respiratoires répétées. Donc, regardez, c'est les 3 tableaux évocateurs. Décrire les images radiologiques les plus répandues et retenez une chose, que le diagnostic de la dilatation de branche actuellement, il est tomodensitométrique, c'est-à-dire scanographique. Il n'y a que le scanner qui vous donne le diagnostic positif. Vous devriez être capable aussi d'énumérer les causes. Quand on parle de causes, ça veut dire les étiologies. Vous devriez être capable d'argumenter les bases du traitement et la place de la kinésithérapie. La kinésithérapie, c'est pour le drainage de ces sécrétions. Ça va? Oui, madame, on vous entend pas très bien cependant. Ah bon? Pourtant, je fais de mon mieux. J'ai le micro très rapproché. Là, c'est mieux. Là, c'est beaucoup mieux. La dilatation bronchique, définition ou bronchectasie, je répète que ça s'écrit bronchectasie, est une augmentation permanente et irréversible du calibre caractérisée histologiquement par une destruction de l'armature cartilagineuse de la branche survenant sur les branches de moyen calibre avec altération de leur fonction dans les territoires atteints. Il en résulte alors une hypersécrétion bronchique avec stase, c'est-à-dire ça va stagner les sécrétions, favorisant ainsi l'infection avec existence concomitante de sténose qui participe à la stase des sécrétions bronchiques. Le siège de cette dilatation de branche, ce sont les branches du 3e ordre jusqu'au 7e et voire même au 8e ordre. Cette dilatation de branche va épargner, ça veut dire ne va pas toucher les branches lobaires et les branches souches. L'étendue, ça touche rarement l'ensemble de l'arbre bronchique. Ça peut être des dilatations de branches localisées qui va toucher un segment ou un lobe, comme ça peut être des dilatations bronchiques diffuses et généralement bilatérales. L'aspect de ces dilatations de branches, il peut être cylindrique, forme, c'est leur forme, il peut être monoliforme, il peut être saculaire et il peut être ampulaire. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Vous êtes à l'aspect. Je répète, l'aspect, il est cylindrique, il est c'est-à-dire qu'il peut être soit cylindrique, soit monoliforme, soit saculaire, c'est-à-dire en forme de sac, ou en forme d'ampoule ou ampulaire. La dilatation de branche ou bronchectasie, on écrit bronchectasie et on le dit bronchectasie. Elle va porter sur les branches de diamètre supérieur à 2 mm. Retenez. Elle va se traduire par des branches béantes, parce qu'il y a un élargissement de la lumière, par des branches hyper sécrétantes. C'est d'où découle la bronchorée. Il y a beaucoup de sécrétions. Ce sont des malades qui crachent tout le temps. Ce sont des branches hypotoniques. Ce sont des branches déformées. Sur le plan anatomopathologique, la teinte de la muqueuse, c'est quoi? On commence par la muqueuse, puis la sous-muqueuse, puis la teinte de la cartilagineuse, les réactions inflammatoires et surtout la néovascularisation. Pour la teinte de la muqueuse, l'épithélium va subir une métaplasie, puis il sera détruit, le chorion épaissi et infiltré de cellules inflammatoires et de nombreux capillaires néoformés d'origine bronchique. La teinte de la sous-muqueuse, le tissu conjonctif est altéré avec diminution et disposition anarchique des fibres élastiques et musculaires. La teinte de la cartilagineuse, c'est une dégénérescence cartilagineuse, destruction. Les branches ont perdu à ce moment-là leur armature, puis
leur armature de soutien et leur propriété élastique. Oui. On note aussi dans la dilatation de branche une réaction inflammatoire, c'est-à-dire un épaississement et infiltration cellulaire. On a la néovascularisation, c'est-à-dire de nouveaux vaisseaux angiomateuses. Cette néovascularisation, c'est elle qui va être à l'origine des hémoptysies. Ça va? Oui, ça va. Cette inflammation chronique est à l'origine de l'altération du tapis mucocilié. On aura une baisse de la capacité de drainage bronchique, une hypersécrétion bronchique et stase de sécrétion. Il y aura, alors, le problème, c'est qu'il y a une hypersécrétion bronchique avec stase, c'est-à-dire il n'y a pas une mobilisation des sécrétions. Qui dit stase dit infection par la suite. Baisse des défenses immunitaires de l'appareil respiratoire. Tout ceci va entraîner la colonisation bactérienne. Oui. Oui. Madame, demandez à celui qui a un téléphone Redmi d'éteindre son micro. Ah bon, les étudiants. Celui qui a un téléphone, qu'il le ferme, s'il vous plaît. Ça gêne la communication, c'est ça? Oui, madame, ça parasite. D'accord, très bien. Donc, on va avoir une colonisation bactérienne de par cette baisse de l'immunité, cette stase des sécrétions, ce qui va expliquer la fréquence des infections bronchiques. La pérennisation de l'infection ou ce qu'on appelle le cercle vicieux de Cole. Comment ça se passe? Alors, au début, vous avez une agression de la muqueuse bronchique. Cette agression va entraîner des infections et colonisations bactériennes. Ça va entraîner une inflammation de l'hôte et par la suite la pérennisation et l'accumulation de sécrétions purulentes qui elles-mêmes, cette accumulation de sécrétions purulentes va participer à l'agression de la muqueuse bronchique. Voilà ce qu'on appelle le cercle vicieux de Cole. Va participer à quoi, madame? J'ai mal entendu. Je répète, agression muqueuse bronchique. Ça, c'est la pérennisation de l'infection. Agression muqueuse bronchique, infection et colonisation bactérienne. Puis inflammation de l'hôte, c'est-à-dire de la branche. Puis accumulation des sécrétions purulentes. Et ça va donner encore l'agression muqueuse. Là, c'est un cercle vicieux. Ça démarre d'une agression et ça finit par une agression. Ça, c'est le cercle vicieux de Cole. Les étiologies. Alors, on va commencer par les acquises. Les étiologies acquises. On va commencer d'abord par les localiser. Sur le plan mécanique, on peut avoir des dilatations acquises de façon mécanique, telles que par exemple un corps étranger dans les branches, une tumeur bénigne, une compression ganglionnaire, c'est ce qu'on appelle le syndrome du lobe moyen. On peut avoir aussi des séquelles d'infections pulmonaires localisées, telles que la tuberculose. On peut avoir aussi une pachypleurite. La pachypleurite, c'est quoi? Ce sont les séquelles de pleurésie, c'est l'accolement des deux feuillets de la plèvre. C'est les séquelles de la tuberculose pleurale. On peut avoir aussi des dilatations diffuses, infectieuses. C'est des infections dans l'enfance, coqueluche, virus respiratoire syncytial, inhalation de produits toxiques, fibrose pulmonaire idiopathique, aspergillose bronchopulmonaire et allergique, maladie systémique, les collagénoses. Qu'est-ce qu'on appelle collagénose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui puisse me dire? Les collagénoses, c'est quoi? Ce sont des connectivites. C'est un ensemble de maladies, qu'on appelle les maladies de système, qui sont dissemblables, mais dont le dénominateur commun serait un trouble de l'immunité. En tout, on peut les appeler les maladies auto-immunes.
collagénose ou connectivite. D'étiologie aussi, on peut avoir aussi la mucoviscidose. C'est une anomalie de sécrétion des glandes exocrines. Le syndrome de Young, c'est une dilatation de branche plus une sinusite plus une azospermie. On peut avoir aussi les dyskinésies ciliaires. Ce sont toutes les causes favorisantes de l'installation d'une dilatation de branche. Les déficits immunitaires. On peut avoir affaire à un déficit immunitaire primaire, tel qu'une hypogammaglobulinémie ou bien une hypocomplémentémie. On peut avoir aussi des déficits immunitaires secondaires, tels que le cancer, la chimiothérapie ou une transplantation d'organes. Donc, tout ceci peut aider à favoriser l'installation des dilatations de branches ou de bronchectasie. On peut avoir aussi une trachéobronchomégalie, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Munich-Kuhn. On peut avoir aussi des déficits alpha-1 antitrypsine. Il est rare que, avec la DDB, le problème qui se pose dans les déficits le lien On ne vous entend plus, professeur. L'association déficit alpha-antitrypsine et dilatation de branche, elle existe dans 25%. Mais le lien probable, c'est-à-dire le lien de causalité entre les deux, n'a pas encore été prouvé. Donc, devant une dilatation de branche, recherchez surtout s'il n'y a pas un déficit en alpha-antitrypsine. Le diagnostic des dilatations de branche. Le diagnostic des dilatations de branche. D'abord, le problème de la circonstance de Douvert. C'est un malade qui se présente en général avec une toux grasse récidivante dans les 90% des cas. Bronchorée purulente, c'est-à-dire des crachats. Quand on dit bronchorée, c'est crachats purulents. Dans 80% des cas. C'est-à-dire ça peut être une toux, ça peut être uniquement des bronchorées purulentes. Hémoptysie dans 50 à 70% des cas. Infection bronchopulmonaire répétée, on en avait parlé au début. Ça peut être aussi un tableau de dyspnée sifflante et le diagnostic différentiel avec l'asthme bronchique, ce sont des malades qui sont pris pour des asthmes difficiles à contrôler alors qu'en fait, ils font une dilatation de branche. Ils ne font pas d'asthme. Ça va? Oui, madame. Dyspnée sifflante, ça veut dire qu'il va faire un tableau semblable à celui de l'asthme bronchique. Et si vous ne faites pas la TDM, le scanner pour faire le diagnostic positif, c'est un malade qui est pris pour un asthme difficile. L'examen clinique, c'est des expectorations. Vous allez noter le volume, l'aspect et la viscosité. En général, qu'est-ce qu'on fait pour les malades hospitalisés? On leur donne un crachoir transparent et vous allez voir le lendemain les 4 couches de l'expectoration de la dilatation de branche. Vous avez celle qui est en bas, c'est laquelle? La plus lourde, c'est la purulente. Et après, c'est la mucopurulente. Et après, c'est la muqueuse. Et en dernier, c'est une couche très légère. Les râles bronchiques, sous-crépitants, les ranquilles et les sibilants. Donc, vous voyez tous les tableaux des râles bronchiques. Professeur, est-ce que vous pouvez répéter les 4 couches des expectorations, s'il Très vous bien, plaît? je répète. En bas, c'est la couche purulente, suivie de la couche mucopurulente, c'est-à-dire vous allez du plus lourd au plus léger. Purulente, mucopurulente, muqueuse et spumeuse en dernier. Merci beaucoup. Oui. Et là, les râles bronchiques, quand il n'y a pas d'infection, c'est ce qu'on appelle l'odeur. Quand vous sentez l'odeur des couches de la dilatation de branche, c'est l'odeur d'un plâtre frais. Quand il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de germes. Râle bronchique, les signes de retentissement, c'est l'altération de l'état général, hypocratisme digital et insuffisance respiratoire chronique.
Donc, ça peut donner un tableau final vers une insuffisance respiratoire chronique. Regardez l'hypocratisme, c'est le bombement. Vous voyez les images? Oui, oui, on voit. Vous voyez Oui. le bombement des angles en verre de montre. Regardez ces bombements. Oui. Le bilan complémentaire. Le diagnostic des DDB, il se fait sur quoi? TDM. La TDM. Très bien, excellent. Ça prouve que vous avez très bien suivi. C'est l'imagerie qui va vous donner le diagnostic positif et notamment le scanner. Le téléthorax, il arrive qu'on fait aussi un téléthorax. C'est une image. Retenez une chose, que l'image thoracique normale n'élimine jamais le diagnostic de DDB. On peut quand même voir quelques images, quelques anomalies bronchiques au niveau du téléthorax. Alors, c'est l'augmentation du calibre interne de la branche. Vous pouvez le deviner au niveau de la radio. Une branche visible au-delà des îles. Elle est pathologique au-delà du tronc intermédiaire à droite et au-delà de la branche lobaire inférieure à gauche. Je m'explique. Si vous voyez les clartés, c'est à la belle qu'on fait le poumon, tout ce qui est blanc, c'est la vascularisation, et tout ce qui est clair, c'est les branches. En général, on voit les branches, les coupes de branches au niveau du île. Si ça se continue au niveau de la périphérie, c'est qu'il y a des dilatations de branches. Vous allez noter aussi l'épaississement de la paroi bronchique qui se traduit par des images classiques. Les clartés en anneau ou tubulés en râle, les opacités tubulées, l'aspect pseudo-rayon de miel, l'aspect multicavitaire. Puis, je vais vous montrer une image. Les anomalies parenchymateuses, les condensations pulmonaires rétractiles ou non rétractiles. On peut avoir aussi des images pleurales. Parfois, un comblement d'un cul-de-sac pleural est constaté. Voilà les images. Images en rail ou en anneau. Les images en rail, c'est ça. Regardez. Les clartés de ma toile. En rail. Impaction mycoïde du niveau liquidien. Vous allez avoir comme ceci, par exemple. Il y a de l'opacité, non? Qui signe l'accumulation des sécrétions purulentes. La clarté ou les sécrétions. On appelle les impactions mycoïdes. Des images aréolaires, toujours. Des images claires, rondes, voilà, par exemple. Là, je vais vous parler d'une technique qui a été délaissée. C'est ce qu'on appelle la bronchographie. Avant l'avènement du scanner, on ne pouvait pas faire le diagnostic par le scanner, on faisait le diagnostic des dilatations de branches par la bronchographie. Elle consiste en quoi cette bronchographie? On fait une fibroscopie normale, après on introduit une sonde de métrace à l'intérieur des branches, de la branche souche, et après on injecte le produit de contraste dans le blanc. On va faire un côté une semaine et on attend l'autre côté l'autre semaine. Et après, on prend des radios et alors on aura des branches qui sont opacifiées ou des bronchectasies kystiques ou saculaires. Mais c'était un truc agressif et pénible pour le malade. Et en plus, même pour le médecin, on met 2 semaines pour poser le diagnostic. Maintenant, le scanner a révolutionné le diagnostic de la dilatation de branche, et coupe de scanner. Mais n'oubliez pas, quand vous demandez un scanner à votre confrère radiologue, cher confrère, bonjour, il faut lui expliquer. Vous ne pas dire, cher, bonjour, faites un scanner. Non, au contraire, vous faites une lettre détaillée. Après tout, il s'agit d'un confrère qui est aussi spécialiste que vous. Vous lui dites, voilà, je suspecte une dilatation de branche. Pourquoi? Parce que si vous ne lui dites pas, il ne sera pas obligé, il peut ne pas prendre des photos, des coupes parenchymateuses, il va d'emblée injecter. À ce moment-là, on ne pourra plus voir la dilatation de branche. La dilatation de branche se voit sur les coupes parenchymateuses, sur des coupes très fines, millimétriques, avant l'injection. On n'aurait pas injecté encore pour pouvoir voir ça. Donc, c'est l'examen de référence qui permet de poser le diagnostic
qui va nous informer sur la topographie, localisée d'abord au diffuse, sur l'aspect, est-ce qu'il s'agit de dilatation cylindrique, variqueuse, pseudokystique, saculaire, etc. Regardez, quand le scanner